Thibaut InShape a sorti une vidéo parce qu'il a souvent été accusé d'être un peu mascu, et puis voilà, ça, machin truc, la muscu, et puis regardez, c'est pas une bonne image pour les jeunes garçons, gna gna et tout. Et du coup, il a sorti ma vision du masculinisme, ça fait un peu genre en mode, voilà mon programme masculiniste, genre. Et du coup, j'imagine qu'il va répondre un petit peu aux critiques tout en donnant sa vision un petit peu de la question des hommes, de l'égalité homme-femme, de qu'est-ce qu'il faut faire, gna gna et tout. Donc voilà, moi ça m'intéresse beaucoup en tant que éminent streamer qui parle de masculinité, qui parle de masculinisme depuis le début de ma carrière sur Twitch. En tant que personne concernée par la masculinité, allons-y. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au masculinisme, à la masculinité et à la crise d'identité de certains hommes qui sont en recherche de repères sur ce qu'est être un homme dans la société actuelle. Je remarque que beaucoup de jeunes hommes se sentent seuls. Ils n'ont plus aucun repère, cherchent un guide et se tournent donc vers des influenceurs masculinistes. On associe beaucoup trop souvent masculinisme et musculation. Il y a plusieurs trucs, c'est intéressant. Thibaut InShape, c'est son côté un peu macroniste, etc. En mode je suis un rôle modèle et ma responsabilité, c'est que les gens ne tombent pas dans les extrêmes et donc ne se mettent pas à haïr les femmes parce que la haine c'est pas bien. Et moi on a dit que j'étais masculiniste parce que je fais du sport, mais en fait c'est pas vrai parce que être musclé c'est pas forcément détester les femmes. Il a cette posture là un petit peu de grand frère vis-à-vis de son public, de coach grand frère. Après moi ça m'intéresse en vrai. Ce qu'il dit sur le suicide masculin, sur la santé mentale des hommes, sur la solitude, les questions qu'il soulève, c'est des questions que moi-même j'ai pu étudier et qui m'intéressent, quoi. Donc bon. Petit disclaimer avant d'attaquer, pour cette vidéo, j'ai pris l'angle du rapport homme-femme. Je n'ai pas pris les autres exemples de couples qui peuvent exister. Mais évidemment, cette vidéo fonctionne si vous êtes un homme en couple avec un homme. Ah, donc ça marche pour nous, Raz. Ça marche pour nous. Alors ça reste à prouver, hein. Oui, moi j'adore le truc un peu maladroit de « Ah, j'ai parlé que des hétéros, mais les homos c'est aussi des hommes, donc peut-être que vous avez des problèmes d'image de vous et que vous êtes des hommes après tout, alors que bon, en vrai, l'homosexualité, la transidentité Après, les gay change ton normies rapport fans à de la Thibaut InShape, Oui. ils vont être heureux en vrai. Alors est-ce qu'il y a des... Oui, j'imagine. Bon, bien sûr que oui. il y a des gays Non mais normies. oui, t'as raison, je me suis rendu compte en me formulant cette question qu'elle était bête. Avant de juger hâtivement et bêtement ce mouvement masculiniste, on va essayer de comprendre d'où ça vient. Il est né en opposition au mouvement féministe dans les années 80-90. Il défend l'idée comme quoi les hommes aujourd'hui seraient désavantagés dans la société moderne face aux femmes. Oui et non. Mais à la base, c'était pas un truc de gauchiste le masculinisme? Il y a eu plusieurs trucs. En fait, il y a eu... Où t'avais des mecs qui étaient en mode bon bah les féministes c'est bien, il faut qu'on fasse la même chose et qu'on se pose des questions autour de nous et nous sommes les masculinistes. Et c'était un peu les forces pro-femme genre. Alors, en fait, il y a eu des émergences un petit peu parallèles, dans le sens où tu avais des pro-féministes qui, un peu au tout début, dans les années 70, début 80, voulaient être alliés du féminisme, savaient que, ils avaient intégré le fait qu'en tant qu'hommes, ils peuvent pas non plus dicter aux femmes, et en fait, qui, en tâtonnant, se disaient, bon, bah, les femmes, elles ont le féminisme, nous, du coup, on va développer quelque chose d'équivalent pour les hommes, mais dans un but de lutte, antipatriarcale. Il y avait les hoministes, il y avait les masculinistes. En fait, c'est-à-dire que les mouvements d'hommes alliés du féminisme ont beaucoup jonglé avec les termes, beaucoup jonglé avec les mots pour trouver le mot qui corresponde le mieux à leur volonté justement d'alliance avec les féministes. Donc il y a eu ça. Mais il y a eu aussi, en parallèle, notamment aux États-Unis, autour du différents centres universitaires, notamment autour de philosophes, psychologues, etc., différents penseurs qui, pareil, parallèlement, commençaient à participer au backlash antiféministe, notamment qui commençaient à dire oui, à cause des féministes, maintenant, les hommes ne trouvent plus leur place dans la société, et c'est pour ça qu'il y a des PD, c'est pour ça que il y a des trans, c'est pour ça que le monde va mal, ma bonne dame. Donc, tu avais des philosophes qui, eux, étaient vraiment dans le backlash. Ils étaient en mode les féministes, ça va trop loin. Et ils se sont appelés masculinistes parce qu'en fait, ils considéraient, à tort bien évidemment, est-ce qu'il faut le souligner, que en gros, les féministes avaient détruit et inversé les relations hommes-femmes et que désormais, en fait, les féministes dominaient le monde globalement. C'était voilà, globalement, les féministes, elles ont fait 3 manifs, elles ont obtenu l'égalité formelle des droits et puis maintenant, elles peuvent ouvrir un compte en banque. Du coup, maintenant, c'est elles qui nous dominent. Concrètement, c'était ça. Et c'est la faute des femmes s'il y a des gays, des trans. Oui, de fou. Ah, mais tu avais des philosophes qui considéraient que le féminisme entraînait une féminisation de la société et donc une dévirilisation de la société. C'est ce que pensent encore certains masculins aujourd'hui. Et donc cette dévirilisation de la société était à l'origine de pourquoi on parlait des gays et des trans. Genre qu'il y ait directement l'émergence du mouvement LGBT moderne au féminisme.
Ce qui est pas si faux, mais c'est cool, du coup. La plupart des mascus pensent ça. Mais donc voilà, donc tu as eu des penseurs mascus anti-féministes. Mais tu avais aussi des pro-féministes qui ont jonglé et qui se sont appropriés à un moment le terme de masculiniste pour exprimer, en fait, eux, de leur côté, leur volonté justement d'avoir une réflexion antipatriarcale depuis la position d'homme. Mais en fait, très vite, vu que le terme de masculinisme, il y avait pas mal de courants masculinistes, antiféministes de différentes obédiences, hein, je vais pouvoir vous en parler après. Mais en gros, comme globalement, les pro-fem, d'une, avaient du mal à prendre le leadership dans ce qu'on a appelé le mouvement des hommes. Parce que en fait, comment dire, aux États-Unis, ça s'est structuré de plusieurs façons, et notamment, donc, tu avais des publications ici et là, tu avais des groupes de réflexion ici et là, qui étaient à la fois des groupes de réflexion pro-féministes et des groupes de réflexion anti-féministes. La plupart étaient anti-féministes, mais tu avais quand même des groupes pro-féministes. Et en fait, comme ils se rassemblaient autour de, notamment à l'université, de promouvoir le fait d'avoir des études sur les hommes et les masculinités, tout comme il y avait les études de genre, en fait, plutôt, comment dire, de faire émerger en fait des études universitaires, notamment en psychologie, etc., qui se concentrent sur la question des hommes, encore une fois pour plein de différentes raisons, hein, que ce soit des raisons antisexistes ou des raisons antiféministes. Ils se retrouvaient parfois dans des conférences universitaires sur les hommes et les masculinités, dans lesquelles tu avais des antiféministes et tu avais des pro-féministes. Et en fait, il y avait certaines luttes de pouvoir au niveau de cette structuration, en fait, à l'échelle plutôt interétatique au niveau des États-Unis, dans laquelle les pro-féministes ont très très vite déserté, on va dire, le combat. Parce qu'il y avait des débats, en fait, au sein des pro-féministes, entre les pro-féministes radicaux et les pro-féministes libéraux, hein, globalement, en fonction de leur alliance avec les féministes libérales ou avec les féministes radicales, et beaucoup de méfiance vis-à-vis de toute prise de leadership, enfin une angoisse vis-à-vis du fait que si on commence trop à s'investir dans la question des hommes, on risque de prendre le pas sur les féministes et sur les femmes, et du coup d'aller à l'encontre de ce qu'on veut, et du coup il faut se méfier de ça, etc. Donc bon, il y a eu beaucoup de débats en fait à l'intérieur du mouvement des hommes. Souvent, dès que vous voyez un mec qui était philosophe ou professeur en philosophie et qui écrivait sur les hommes et les masculinités, ou qui se revendiquait masculiniste, c'était généralement qu'il n'aimait pas les féministes. Ah, par contre, dans les départements de psychologie, tu as eu aussi des gens qui ont poussé pour ouvrir justement et pour faire des études sur les hommes et les masculinités. Et en fait, c'est par la psychologie que sont arrivées beaucoup en fait, d'études sur les hommes et les masculinités, notamment sur la question du suicide, sur la question de la santé mentale, des soldats, des trucs comme ça et tout. Et du coup, en fait, souvent, c'est beaucoup par les départements de psychologie qui ont pu se solidifier, et ensuite les départements de sociologie et de sciences sociales, mais ça plutôt dans les années 90, que sont solidifiées aussi des études sur les hommes et les masculinités qui soient soit un peu libérales, on va dire, un peu en mode both sides, et vraiment les hommes aussi ils souffrent, mais les femmes aussi vous souffrez, et oh là là c'est dur, soit assez féministes, soit en mode on part du principe que notre corpus de base c'est la pensée féministe autour du patriarcat, et nous on va s'impliquer là-dedans, etc. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, dans l'université au niveau international, dans le sujet de thèse de Wissam, en vrai oui, en fait en France t'as assez peu d'études sur les hommes et les masculinités, mais genre aux États-Unis, dans les pays nordiques, etc., tu as quelques publications qui s'y intéressent et qui, en gros, aujourd'hui, ont plutôt un angle féministe, ou en tout cas partent du principe que le féminisme est le socle commun de leur réflexion. Mais par contre, là où les pro-féministes ont un petit peu perdu, c'est dans le champ du militantisme, où là, pour le coup, donc les mascus antiféministes ont commencé à lancer des mobilisations, des journées internationales de lutte pour les droits des hommes, des batailles juridiques notamment pour les droits des pères. C'est pour ça qu'en fait dans le monde militant on retrouve beaucoup les masculinistes autour des associations pour les droits des pères. Et ça Thibaut InShape va en parler, donc je vais pouvoir y revenir. Donc voilà, le masculinisme, TLDR, ça a été un terme contesté entre les pros et les antiféministes et les antiféministes, mais on considère que la bataille politique a été perdue par les pro-féministes. Surtout dans le domaine du droit familial. Ah, donc voilà. il y venait justement. Donc en 2022, la garde alternée a été choisie pour 21% des enfants, la garde exclusive chez la mère pour 71,9% d'entre eux, et la garde exclusive chez le père pour 7%, chiffre des ministères de la Justice. Parce qu'en gros, le point de discours des masculinistes, c'est toujours de dire que en réalité, les femmes dominent le monde, en réalité, les féministes sont devenues dominantes, et que du coup, maintenant, elles oppriment les hommes. C'est vraiment ce truc très réciproque, entre guillemets, de... elles disent que les hommes dominent et que c'est le patriarcat, mais en réalité, on vit sous un matriarcat, et un petit peu de retourner les arguments des féministes. Sur la question des droits des pères, il y a une statistique très très simple, c'est que d'une, les pères demandent très très rarement la garde, de deux,
Le fait de donner la garde à la mère, c'est déjà un point de vue patriarcal, puisque c'est déjà à partir du principe que les femmes sont naturellement plus à même de prendre soin des enfants parce que c'est leur rôle naturel. Donc en fait, les féministes aussi peuvent avoir une critique de ça, justement. Et de 3, très souvent, dans les mouvements pour les droits des pères, c'est là où on va retrouver en fait des hommes qui vont faire passer derrière leur vernis théorique et politique de ouin ouin, les femmes nous dominent car je ne peux plus garder mes enfants. Le fait qu'en fait c'était souvent des hommes et des maris et des pères violents et qui veulent simplement garder le contrôle sur leurs enfants, et que très souvent en fait c'est dans des cas de divorce conflictuel où les hommes vont aller se rapprocher d'associations pour les droits des pères pour maintenir le contrôle sur les mères. Et qu'en fait, en règle. Donc voilà, donc spoiler alerte, ces fameux chiffres sur la garde des enfants. D'une, si ce n'est quelque chose, c'est plutôt une preuve du statu quo patriarcal où on considère que la mère est naturellement faite pour celui-là. Et en plus, les gens qui se battent pour les droits des pères, généralement, c'est ceux pour qui l'éloignement vis-à-vis de leurs enfants était justifié en raison de violence. Voilà. Actuellement, nous assistons à une crise de la masculinité, c'est un fait. 2 modes de pensée se sont donc développés. D'un côté, les modérés, qui luttent contre la souffrance des hommes, exemple taux de suicide trop élevé, violence conjugale, paternité. Et de l'autre, les radicaux appelés masculinistes, qui voient les féministes comme des anti-hommes qu'il faudrait combattre. C'est une distinction qui existe dans le mouvement masculiniste. C'est celle entre les men's rights activistes, les militants pour les droits des hommes, qu'on va retrouver plus dans les batailles juridiques, dans les trucs de on va faire une journée internationale des hommes, des trucs comme ça et tout, dans les luttes pour les droits des pères, les trucs comme ça. Et de l'autre côté, les masculinistes, on va dire antiféministes, les militants radicaux, les Andrew Tate, les trucs comme ça, qui vont avoir plus un mode de fonctionnement qui se rapproche, on va dire, de l'extrême droite groupusculaire, qui va davantage revendiquer sa violence, sauf que les premiers n'existent pas. Si, Prima Cronus. Les premiers existent. Les men's rights activistes, c'est la phase, comment dire, acceptable des masculinistes parce qu'ils ont développé une expertise juridique, ils ont développé une expertise en termes de lobbying des institutions internationales. En vrai, là, Thibaut, il est un petit peu en train de faire, genre d'un côté, les men's rights activistes, ça va parce qu'ils parlent de vrais trucs importants, mais de l'autre côté, les masculins trop vénères, c'est pas bien parce qu'un vrai homme, ça ne hait pas. Gros sujet tabou. En effet, les hommes se suicident de 3 fois plus que les femmes. On met Oui et non. enfin en lumière la souffrance des hommes et on prend plus souvent au sérieux les violences conjugales dont les hommes sont victimes. Et c'est là où, justement, les men's rights activists, donc la branche un peu respectable du masculinisme, a gagné sur les pro-féministes. Quand je vous disais un petit peu que dans le champ de l'emploi du terme de masculiniste, tu avais aussi des pro-féministes qui réfléchissaient à comment parler des hommes et des masculinités, etc. Bah, le problème, c'est que l'échec des pro-féministes a véritablement politisé et ramené dans un giron féministe le mouvement pour des études sur les hommes et les masculinités. Ça a fait que ces fameux men's rights activistes ont pu prendre des sujets importants et des sujets comme donc celui du coup du taux de suicide, de la santé mentale, etc. pour faire passer leur discours. Donc en fait d'utiliser ces chiffres réels de la suicidalité masculine, de la dépression, etc., pour aller dans leur sens du discours que en fait, il y a une épidémie silencieuse de souffrance masculine et que à cause des féministes, parce que c'est toujours là qu'on reconnaît un masculiniste, c'est quand il dit que c'est la faute des féministes ou la faute des femmes ou on ne sait pas. Alors qu'en vrai, c'est des vraies questions. Et notamment, tu as beaucoup d'études qui s'intéressent à la différence de suicidalité masculine et féminine, qui vont justement avoir des points de vue féministes, qui vont dire, en fait, quand tu regardes les chiffres, sur le suicide masculin, les hommes se suicident plus, ils réussissent plus leur suicide, entre gros guillemets, hein, j'emploie vraiment des gros guillemets pour ça, mais les femmes font plus de tentatives de suicide. En fait, faut arrêter de dire on en reparlera quand on fera porter 50 kilos, il faudrait dire on en reparlera quand on fera suicider, c'est ça? Non, peut-être pas en fait. Promdeck qui prend pas les hommes battus violés au sérieux au général. Oui, en fait, c'est ça. C'est qu'en vrai, les masculins, les hommes battus, c'est que quand ils peuvent dire que c'est la faute des féministes, mais jamais ils vont mettre en place des réseaux d'entraide pour les hommes battus parce que globalement, il y a. Bref, ils gardent quand même une vision de la virilité. Mais bref. Donc, tous les outils développés par les féministes d'entraide, d'autosupport, de soutien en santé mentale, généralement, c'est pas les antiféministes qui vont les mettre en place. C'est plutôt les pro-féministes qui vont mettre en place les initiatives de groupes de discussion pour hommes violents, par exemple, d'accueil d'hommes battus, etc. Ça, généralement, ça va être les pro-féministes qui vont mettre ça en place, pas les antiféministes. Mais c'est les antiféministes qui vont récupérer tous les lauriers d'avoir réussi parce que historiquement, c'est eux qui ont politisé au niveau international la question de la santé mentale. Je lisais, il y a un petit moment, quand je m'intéressais à ça, je lisais un article justement qui racontait l'histoire de la journée internationale pour les droits des hommes. Et en fait, qui racontait un petit peu que
En gros, c'était un militant masculiniste, donc antiféministe, qui réfléchissait à comment contrer la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, parce que c'est injuste, qu'il n'y a que les femmes qui aient droit à ça, etc. Et que nous aussi on souffre, blablabla et tout. Et qu'en fait, Non. il a fait une première tentative de journée internationale pour les droits des hommes, mais sans vraiment de mot d'ordre, avec un but un peu flou, etc. Et que ça a un petit peu fait flop. Et, euh, et que pour la deuxième ou la troisième édition, je sais plus, dans les réunions avec ses camarades, ils se sont dit, bah vas-y, on va mettre en place un sujet dont personne ne parle, dont les féministes ne parlent pas, etc., pour bien prouver qu'on a un truc. Et en fait, ils ont mis en avant la question, justement, je sais plus si c'était le suicide masculin ou la santé mentale. Mais en gros, très très vite, les masculinistes ont mis à l'agenda la question de la santé mentale des hommes pour faire passer leur agenda antiféministe de c'est bien la preuve que les féministes sont mauvaises car elles ne parlent pas de nos problèmes, etc. Cet article, il expliquait comment, en fait, très très vite, ces fameux men's rights activistes, en fait, ont été plus rapides que les pro-féministes, ont été plus rapides que les pro-femmes pour politiser ces questions-là, qui sont des questions qu'on peut analyser d'un point de vue antipatriarcal. Mais de fait, c'est les masculins qui ont été les plus rapides. Et donc, en fait, pendant très longtemps, la question du suicide et de la santé mentale masculine a d'autant moins été traitée par les féministes que c'était devenu un dog whistle masculiniste. Il y avait une enquête assez intéressante que j'avais lue sur les représentations patriarcales derrière le suicide. Que, en gros, on retrouve du coup, donc, dans les chiffres de la suicidalité, le fait que les hommes ont plus tendance à mourir en des suicides plus létaux, mais que les femmes font plus de tentatives de suicide. Pendant un moment, on voyait ça un petit peu sous un angle genré, en mode les femmes, elles sont trop faibles pour se suicider. Dans beaucoup de sociétés où le suicide était très mal vu, voire interdit, donc évidemment, interdit ça veut rien dire, mais en fait ça met la honte aussi sur toute ta famille et tout, bah en fait, t'avais presque une espèce de point d'honneur à réussir, entre guillemets, ton suicide, puisque en fait ça te permettait aussi d'échapper au déshonneur, d'avoir fait une tentative, et du coup d'être, comment dire, réprimé pour ta tentative de suicide. Encore une fois, dans des sociétés particulièrement chrétiennes, où le suicide était interdit. Je sais que par exemple en Italie, dans les années 70 à peu près, je ne sais pas si c'était encore le cas, c'était légalement interdit de se suicider, mais il y avait une réprobation sociale très forte qui faisait que voilà, donc la question du suicide qui est pris comme un crime en fait contre Dieu, hein, quelque part. Bref, et donc dans cette vision-là, il y avait une vision un petit peu en mode les hommes, comme ils sont courageux et virils, ils vont jusqu'au bout de leur suicide parce qu'ils sont puissants et parce qu'ils peuvent se tuer, etc. Ils sont forts et qu'en fait quelque part, même dans le suicide, il y a une glorification un petit peu à avoir réussi son suicide. Là où les femmes, le fait que leur suicide soit moins létaux, c'était la preuve que les femmes sont trop faibles pour se suicider globalement. Que c'est la preuve supplémentaire qu'elles sont plus faibles que les hommes. La preuve, elles n'arrivent même pas à se buter. Bon, ça c'était la vision très patriarcale de cette différence de la suicidalité. Et des études un petit peu plus féministes sur le suicide ont plutôt mis en évidence le poids à la fois des scripts genrés, le fait que la honte de l'échec pour un homme est d'autant plus forte que les hommes vont avoir plus tendance à s'assurer que les moyens avec lesquels ils se suicident sont bien létaux. Et c'est ce qu'on observe, c'est que les hommes ont davantage tendance à se tuer par pendaison, par balle, par défenestration, là où les femmes plébiscitent davantage, pardon pour ces termes, le suicide médicamenteux, qui a plus de chances de rater, qui témoigne aussi d'un rapport à la violence qui est différent, dans le sens où la différence de létalité du suicide masculin et du suicide féminin peut être expliquée aussi comme la façon dont les genres se construisent différemment en interaction avec la violence, que le genre masculin est davantage construit en interaction avec une violence extérieure, une violence physique, et que du coup, lorsque la violence va se retourner contre soi-même, ça va être le même type de violence physique. Là où le genre féminin, la violence autorisée, on va dire, aux femmes, est une violence davantage psychologique, davantage, comment dire, qui passe un peu plus sous les radars de ce qu'on voit comme de la violence directe et physique, et qui peut expliquer que lorsque la violence va être retournée contre soi au travers du suicide, ça va être également selon des moyens qui correspondent en fait à la socialisation genrée. Cassandre dit que les femmes veulent juste avoir de l'attention. Bah tu rigoles, mais on a tendance à réduire les tentatives de suicide des femmes et des simples appels à l'aide. Et de dire que les femmes, elles appellent à l'aide, voilà, elles ont besoin d'aide. Et du coup, une autre analyse féministe de ça peut montrer que ce fameux appel à l'aide entre guillemets des femmes correspond aussi au fait que les femmes vont aller davantage avoir tendance à consulter des professionnels de santé, des trucs comme ça, etc. Et donc on va plutôt avoir une meilleure détection du suicide parce qu'on va avoir davantage de détection du suicide en amont, davantage de signes de la dépression, voire même de folie qui commence
à s'instaurer dans la psyché en fait quand bah, tu commences à craquer, etc. Là où chez les hommes, on va beaucoup moins avoir de détection en fait de signes de suicide parce que déjà pour un homme, être violent, montrer des signes de dépression, etc., c'est quelque chose qu'on va voir comme oh là là, remets-toi-en, sois un homme, arrête de pleurer. Et donc on va beaucoup moins voir ça comme quelque chose d'important et auquel il faut prêter attention. Et aussi que bah, simplement, comme il va y avoir moins de tendance à aller consulter des psychologues, à aller parler de leurs émotions, etc., bah, va y avoir moins ce filet de sécurité de la détection du suicide qui peut y avoir davantage chez les femmes que chez les hommes. Bref. Il y a eu la montée de dérives bien réelles, avec des hommes qui veulent juste combattre le féminisme sans réel projet. Ces hommes voient les femmes comme un ennemi responsable de tous leurs échecs. Comme je disais, Thibaut InShape, il va dire non mais les men's rights activistes, les masculinistes respectables qui parlent de santé mentale et qui sont dans les mouvements pour les droits des pères, eux c'est les gentils, mais les masculinistes comme Andrew Tate, c'est les méchants parce qu'ils sont excessifs. Parce qu'ils haïssent trop les femmes, ils disent c'est la faute des féministes. Mais les men's rights activistes aussi disent que c'est la faute des féministes. Sauf qu'ils ne le disent pas tout de suite. C'est la conclusion à laquelle ils arrivent avec des mots un peu planqués, mais en dessous, c'est la même conclusion. Si personne ne veut de vous et que vous êtes puceau, c'est la faute des femmes. Et comme ces influenceurs masculins s'adressent à des hommes qui sont dans un mal-être, forcément ça marche. Et ils y croient. Il y a un marché très lucratif. Et beaucoup d'argent à se faire via les formations, les retraites et les séminaires. Et ça, les masculins ont bien compris. Ça, les retraites pour retrouver sa masculinité, machin truc, etc. C'est un truc qui existe depuis très 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 longtemps. C'est même un des premiers trucs qu'ont mis en place les masculins parce que, en gros, le mouvement masculiniste, il y a plusieurs branches, mais il y a une branche qu'on appelle le mouvement masculiniste mythopoétique. D'ailleurs, c'est un des premiers à avoir parlé de masculinité toxique, mais ça ne veut pas dire la même chose que ce qu'on veut dire d'un point de vue féministe. Où en gros, c'était un petit peu dans la veine du mouvement New Age, où donc le mouvement New Age, hippie, qui explorait énormément des visions mythiques, poétiques, du rapport à la nature, du rapport aux hommes, aux femmes, etc. Enfin bref, il y a beaucoup de trucs qui sont sortis du mouvement hippie aux États-Unis globalement. Il y a eu un mouvement masculiniste qu'on appelait masculiniste mythopoétique, qui reprenait un petit peu les formes, qui faisait un petit peu un syncrétisme entre le New Age et la religion chrétienne évangélique, qui en fait avait comme principe de dire que la modernité nous a privés et nous a coupés en fait de la figure mythique que nous devrions représenter en tant qu'hommes et en tant que femmes. Et du coup, il faisait des retraites spirituelles, encore une fois un petit peu un mélange entre les évangéliques charismatiques et les hippies, enfin et les New Age, etc., pour se reconnecter avec le guerrier mythique qui se niche en tout homme. Que en tout homme se situe un guerrier mythique et qu'ils essayaient de se reconnecter avec. Ça, c'est vraiment le truc le plus vieux, le truc des retraites spirituelles pour retrouver sa masculinité et tout. Ils ont utilisé le concept de masculinité toxique à l'époque parce que pour eux, la masculinité toxique, c'était les mecs qui battaient leurs femmes. C'est les mecs qui étaient violents. Et en gros, qu'en fait, la violence masculine était une preuve de dégénérescence finalement de la société moderne, que la société moderne avait tellement détruit nos rapports mythiques à la nature que du coup on rentrait dans la violence parce qu'on était trop éloigné du guerrier mythique en nous, etc. Et que du coup en fait ce qu'ils percevaient comme la masculinité toxique, qui était en fait finalement une intuition assez intéressante, c'est un mode de masculinité violente qui est toxique pour soi-même, car elle nous éloigne de notre quête spirituelle, etc., etc. Du sexisme, de la misogynie, de la violence et des passages à l'acte avec de nombreux féminicides. Et ça, c'est intolérable. Au lieu d'élever les hommes, ces discours d'influenceurs pseudo-virilistes vont conforter les hommes dans une idéologie dangereuse. Il y a de la distinction chez les masculins. C'est ce que fait Thibaut. Il y a un effet de distinction entre les mecs violents et misogynes, c'est pas bien, parce qu'un vrai homme est un chevalier galant. Et on retrouve ça finalement dans le mouvement mythopoétique, où finalement ils étaient en mode un vrai homme, c'est un chevalier galant, c'est un vrai guerrier qui prend soin des siens, et donc avec toujours cette vision essentialiste, etc., mais avec un effet de distinction avec les masculins violents qui, eux, se vautrent dans la masculinité toxique. Enfin bref, c'est assez marrant. Puis c'est trop facile de penser comme ça. C'est trop facile de dire que si je ne vais pas bien, c'est la faute de quelqu'un d'autre. C'est faux. Si tu ne vas pas bien, c'est à toi de faire un travail sur toi-même. Et donc la réponse de Thibaut, si tu vas pas bien, c'est que t'es une merde. Donc finalement, Thibaut, en fait, sa réponse, c'est de renforcer l'injonction patriarcale, quoi. Si tu vas pas bien, c'est que t'es pas un bonhomme. Donc en fait, ce que dit Thibaut, ce que dit Thibaut est même selon certaines personnes anti-masculiniste.
c'est peut-être le moment pour toi de t'ouvrir aux autres et de pas rester seul. C'est dans ces moments-là que les autres peuvent nous aider, plutôt que de se renfermer sur soi-même avec Ah ses non, ça croyances. va. Avec Non, après, ça va. En Ça vrai, va, ce qu'il ça dit, va, c'est. ça va, on l'avait coupé, ça va, Oui, ça oui, va. ça va. Non, mais en vrai, ce qu'il dit, c'est Pour un réel. C'est mascu que. go muscu, franchement. Oui, oui. Non, mais c'est vrai que l'isolement, dans les couples hétérosexuels mariés, quand on parle de la charge mentale des femmes, etc., bah, c'est aussi les femmes qui prennent le rôle de lien avec les amis, y compris les amis du mari. Et qu'en fait, c'est les femmes qui gèrent tous les liens de sociabilité et qui prennent en charge les liens de sociabilité, y compris du mari avec ses propres amis, avec sa famille, avec Ah, ses t'es obligé d'être beaux-parents, pote etc. avec les amis de merde de ton mec, quoi. Non, pas forcément d'être potes, mais en tout cas d'organiser avec eux les week-ends. Après, pendant les week-ends, les mecs ils vont rester entre eux, tu vois. Mais c'est la meuf qui doit organiser le week-end quand même. En te persuadant que c'est la faute des femmes si je ne vais pas bien, tu donnes au contraire l'image d'un homme faible qui cherche des excuses à ses propres échecs. Mais pas. Il Oui. essaie de les convaincre sous l'angle viriliste, c'est Bah pas oui. très viril d'être la victime des femmes. Oui. En plus, je veux dire que ça peut un peu marcher, mais c'est vraiment ça, d'un. Bah ouais, de fou. Sois un Parce vrai mec, que, ne sois pas la victime des femmes. en plus, il y a une façon de trouver une cause extérieure à toi. C'est le patriarcat. Tu vois. En vrai, tu sais, il y a un truc de se dire si je vais mal, c'est parce que le patriarcat matrix les mecs à se dire que ils doivent être ci et ça. Il y a plein d'injonctions, il y a plein de trucs et que en fait. Ça me fait imploser parce que c'est de fait des standards impossibles à maintenir. Bah oui, ok, techniquement, c'est une façon de mettre la faute dans quelque chose extérieur à toi. Mais est-ce si faux? Tu sais, c'est ça, c'est qu'en fait, oui, il répond avec une solution viriliste un peu libérale, quoi. L'émancipation de la femme qui veut être libre, indépendante, travailler, être active dans la société est une bonne chose. Par exemple, aujourd'hui, c'est bien qu'une femme puisse gagner sa vie pour qu'en cas de danger dans son foyer, comme par exemple se faire frapper par son lâche de mari, Le fait de frapper une femme, finalement, c'est un défaut de virilité, quoi. Parce que c'est de la lâcheté, du coup, c'est. une femme qui travaille, c'est aussi plus d'argent pour le foyer, et ainsi peut-être moins de stress pour l'homme. Comme ça, le poids des finances ne repose pas seulement sur lui. Moins de stress pour l'homme, donc peut-être moins de suicides. Retenez bien, c'est pas l'homme contre la femme, mais la femme avec l'homme. Oh, j'aime bien cette take. Enfin, c'est très libéral, hein, bien sûr. Mais en gros, de dire non, mais attendez, les mecs, si votre femme, elle est forte et indépendante, et du coup, vous n'avez pas tout seul la charge économique du foyer, bah peut-être que ça va vous libérer l'esprit, et du coup, vous vous suiciderez moins. Donc en fait, vous devriez être pour le féminisme, parce que si les femmes, elles font un peu les mêmes trucs que les hommes, bah ça va vous libérer un peu. Mais en fait, ce qu'il comprend pas dans l'attrait du masculinisme, c'est que... Enfin, ce qu'il comprend pas, je m'en fous, là, je réponds pas à Thibaut InShape, là, j'utilise Thibaut InShape comme prétexte pour vous vulgariser des trucs, hein, j'espère que vous l'avez compris. Le fond du fond de l'angoisse que révèle finalement le masculinisme, pourquoi à chaque fois on a des discours de crise de la masculinité, pourquoi à chaque fois c'est la crise de la masculinité, depuis des années, hein, tu sais, genre... Vraiment, la crise de la masculinité, ça date pas d'aujourd'hui. En fait, toutes les époques ont eu leur discours de crise de la masculinité. Genre à chaque fois, voilà, c'est la crise la plus longue qu'on ait connue, tu vois. Et en plus, à chaque fois, c'est pas exactement la même. Mais ces discours de crise de la masculinité, c'est parce qu'en fait, l'égalité des genres, le fait que les femmes, elles ont une place dans la société, et du coup, elles font concurrence aux hommes, etc. En fait, c'est une angoisse d'inutilité. Parce que les rôles genrés et patriarcaux, certes, ça nique la santé mentale des mecs, mais ça leur donne un rôle dans la société. Ça leur donne une place. Et en fait, c'est vraiment l'angoisse de, même si les femmes, elles ont une place en tant que, parce qu'elles deviennent des CEO et qu'elles ont une bonne carrière et qu'elles ramènent de la thune à la maison, bah elles ont un rôle qui leur est chevillé au corps, c'est le fait qu'elles font des gosses. Alors que nous, si on nous enlève le fait qu'on ramène toute la thune à la maison, bah on sert à rien, puisqu'en fait notre sperme est remplaçable. Et en fait c'est ça l'angoisse fondamentale de crise de la masculinité, c'est une angoisse d'inutilité. Et en fait pourquoi du coup les masculinistes réactivent finalement le contrat social patriarcal? Je pense que beaucoup ont conscience que la masculinité est un poids, que la domination peut être un poids, peut entraîner des doutes, des unités, etc. Mais ils font le choix d'endosser ce poids, parce que non seulement déjà ça la glorifie comme un soldat sacrificiel, qui endosse tout le poids du monde sur ses épaules, donc en plus voilà, ils trouvent un truc de glorification, mais en plus ça leur donne un rôle dans la société, et ça répond en fait finalement aux angoisses de bah, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi. Et en fait c'est ça le cœur du truc, tu vois, de trouver une légitimité, un rôle, une pertinence à sa vie hors des schémas de genre. Et ça, c'est le vrai, comment dire, c'est le vrai enjeu féministe en fait vis-à-vis des hommes. Mais d'ailleurs, c'est aussi ce que dit Andrea Dworkin sur les femmes de droite, où en fait, quand elle analyse pourquoi des femmes vont s'enrôler auprès de mouvements anti-féministes, bah, c'est parce que elles sont convaincues par le fait que si elles ne sont plus définies par leur rôle dans le foyer, bah, dans ce cas, elles perdent leur place, dans ce cas elles sont remplaçables, dans ce cas elles ne servent plus à grand chose, et du coup en fait cette angoisse de ne servir à rien
qui va les convaincre, en fait, cet affect-là, qui va les maintenir dans le consentement, en fait, à la domination. Quand on cherche à dominer quelque chose, c'est qu'on en a peur. Beaucoup de ces influenceurs masculinistes semblent donc avoir peur des femmes. Quand on écoute leurs vidéos, beaucoup de leurs thèmes sont autour de la virilité. Et entre nous, c'est souvent ceux qui en parlent le plus qui en ont le moins. C'est comme les mecs qui veulent jouer aux riches et qui montrent à tout le monde qu'ils ont de l'argent. Quand t'es viril, t'as pas besoin de le crier sur tous les tours. Et voilà, la vraie virilité, c'est de ne pas trop la montrer. T'as vraiment une distinction. T'as les hommes virils, vulgaires, qui sont dans la présentation violente de la virilité. Et la bonne version de ça, la version masculin acceptable, c'est soyez dominant, puissant, mais ne l'imposez pas trop. Ça veut dire que montrer que vous êtes assez puissant pour pouvoir et dominer les femmes et leur faire la bonté de ne pas trop les dominer violemment, quoi. Ouais. C'est genre faut être en capacité de dominer les meufs, mais faut pas trop leur faire subir, quoi. C'est ça. Et ce qui est en fait, moi j'ai tendance à être un peu d'accord avec ça, dans le sens où non mais attends, tu sais d'un point. Attends, Cassandre est d'accord avec le fait que les hommes doivent dominer les femmes. Attends. Waouh. Non, c'est parce que non, dans le fait que si t'es comment dire, si t'es rassuré sur ta virilité, tu devrais pas avoir l'angoisse de contrôler les femmes. C'est plutôt dans ce sens-là. Si t'as pas d'insécurité vis-à-vis de ta virilité, tu peux te mettre en drague et porter des jupes et des talons. Oui, je suis d'accord avec toi. Parce que ça remet pas en question ta virilité. Donc t'as pas besoin t'as pas besoin de te reposer sur le fait que les femmes soient dominées pour avoir une place. Parce qu'en fait, ça c'est vraiment un truc de lâche, quoi, un peu, le fait de dire que, tu sais, genre, si les autres sont en dessous de toi, bah, dans ce cas, par défaut, t'es dominant et du coup, tu te contentes de ça. T'es en mode, bah, bref. Mais par contre, là où j'ai aussi des limites, c'est que cette distinction-là entre la virilité sûre d'elle-même qui n'a pas besoin de sursignifier et la méchante virilité qui montre les bras, on la retrouve aussi dans la distinction bourgeoise de la masculinité. On la retrouve aussi dans la façon dont la virilité ouvrière, la virilité prolétaire, la virilité banlieusarde, racisée, va être pointée du doigt comme finalement un signe de sauvagerie, parce qu'ils ne sont pas assez civilisés pour s'empêcher, alors que le vrai homme bourgeois, qui n'a pas de doute sur sa domination, ne va pas avoir besoin de sursignifier. Donc en fait, pour moi, c'est un peu un argument à double tranchant. Je suis d'accord dans l'absolu, mais je suis d'accord d'un point de vue PD, tu vois. Je suis pas d'accord d'un point de vue hétéro. Oui, bah de toute façon, qui est d'accord avec les hétéros? Oui, personne, en fait, t'as raison. De toute façon, est-ce que les hétéros vont bien déjà? Ne vous laissez pas bouffer le cerveau par ces soi-disant mal alpha de 30 ans. Ils t'expliquent comment fonctionne la vie alors qu'ils ont jamais rien réussi à faire, à part utiliser la misère des hommes pour vendre leur putain de formation. Au lieu de vous rendre riches, vous les rendez riches. Mais parce qu'en fait, ces masculins, ils reproduisent sur les autres mecs ce qu'ils font déjà sur les femmes. C'est qu'en fait, à partir du moment où il y a des dominés que la société te sert sur un plateau d'argent, tu peux te sentir dominant à peu de frais. Et donc en fait, ils font pareil avec des mecs un peu incel, un peu insecure. Ils sont en mode, ah, tant qu'il y a des mecs incel, je peux me sentir dominant à peu de frais. Et en fait, c'est vraiment ce truc-là de tu trouves un faire-valoir facile pour te valoriser toi-même, quoi. On en vient presque à se demander s'ils croient réellement en leur idéologie ou si c'est juste un business qui leur rapporte de l'argent plutôt que d'aller taffer à l'usine. Plutôt que d'aller taffer à l'usine. Et tu vois, genre, on retrouve ce truc quand même un peu de... Comment dire, ça reste sur une échelle de virilité qui est calculée, en fait, leur... Mais cela dit, je trouve que c'est pas mal... Enfin, ça reste un bon discours. Mais le bout du bout, ça va être de bosser à l'usine. Ça va pas être de se maquiller et porter des talons. La valorisation sous l'angle de la virilité du travail ouvrier, c'est quelque chose, comment dire, qui peut être revendiqué, notamment, tu sais, voilà, c'est l'exemple typique des ouvriers qui séquestrent leur patron en mode, voilà, bah nous, on a que nos bras pour nous défendre, bah regarde comment on les utilise, tu vois. Tu sais, t'as un peu ce truc-là de... cette virilité qu'on peut retrouver dans le monde ouvrier, traditionnel, etc. Mais tu as aussi une réalité du monde à l'usine qui est fondamentalement humiliant, en fait. Et qui, même d'un point de vue de la virilité, est humiliant. Puisque, en fait, ton corps qui devrait te servir à te réaliser, à t'autodéterminer, etc., bah, n'est que l'extension, finalement, d'une machine. Et donc, en fait, il y a toujours un double tranchant où... Il faut prendre en compte la façon dont la virilité peut être un capital qui est investi par les ouvriers, par les classes populaires, etc., de façon stratégique, mais se méfier des façons dont elle peut être glorifiée par les classes dominantes en mode « Sois un vrai homme viril, va t'humilier sous mon exploitation », tu vois. Donc c'est toujours la ligne de crête sur laquelle il faut marcher. Quel est ton body count? Comme si une femme qui avait eu une vie sexuelle avant n'en fait pas une femme bien aujourd'hui. Gardez bien une chose en tête, le passé de votre copine ne vous concerne pas. Ce qui est important dans une relation, c'est la fidélité et la confiance. Mais ce qu'elle a fait avant, non. De toute façon, avant, vous n'existiez même pas pour elle. Il y a un faux idéalisme de la part des masculins d'avoir une femme presque vierge. Oui, mais c'est terrifiant.
terrifiant pour les mecs de dire que tu n'existais pas pour cette meuf avant. Pour qu'ils finissent par dire à la fin, elle veut rien faire, elle est coincée. C'est normal, puisqu'elle a aucune expérience. On peut pas exiger que notre femme soit prude et en même temps qu'elle ne dise pas non à des pratiques sexuelles qu'elle ne connaît pas. Une femme, c'est pas un menu McDo. Tu choisis pas la sauce, la taille, ni les options sur mesure. Tu l'aimes, tu la respectes, point final. Le passé de votre copine, vous n'êtes même pas obligé de le connaître si vous n'avez pas envie. Dites-lui que ça vous met mal à l'aise de trop en savoir et elle comprendra. Ne pas tromper son ou sa partenaire quand on est en relation. C'est ça le plus important. Pareil quand vous êtes au Donc lit. c'est vraiment un Oui, tuto c'est- hétérosexualité respectable, Oui. le tuto de Thibaut InShape. Le body count, je suis d'accord que c'est un peu grave, donc demandez pas à votre meuf. Oui. Comme ça au moins vous serez pas déçus de savoir qu'elle a eu des partenaires avant vous. Mariez-vous, soyez fidèles, faites des enfants, la natalité, votez pour moi, Emmanuel Macron. C'est vraiment Mais c'est le un macroniste, oui. macroniste. C'est le Le macroniste du macroniste genre. originel a un niveau de macronisme qui s'en est terrifiant. C'est Je pense que il- même les macronistes sont pas aussi macronistes que lui, c'est dire. Oui. C'est une façon finalement de revendiquer un statu quo respectable pour voilà, comme ça on change rien quoi. Voilà, le problème c'est les extrêmes. Voilà. J'ai trop entendu de masculinistes dire « Une femme au lit, faut la déglinguer, faut la soumettre, être brutale, elles aiment être soumises. » Ben non en fait, toutes les femmes n'aiment pas être dominées au lit. Sauf s'il y a un jeu intime entre vous. Vous en avez parlé en amont et vous avez même mis en place un safe word. Abricot, quand ça va trop loin. Oh, abricot Abricot. Quand ça va trop loin. Comment il connaît mon safe word Je- Putain, trop fort Thibaut. Le fait que ça soit ce gars qui éduque la jeunesse. Ouais. Mais en même temps, bah. Tu sais, t'as Après, le c'est le truc. discours le plus anti-mascu chez les normies possible, quoi. Bah oui, de fou. Surtout pour un ex-mascu. Moi, en plus, je pense qu'il y a moyen qu'il se fasse insulter d'homme Shoja avec cette vidéo. Bon, on verra les commentaires Abricot, après. abricot. Oui, oui, oui. Mais oui, je suis d'accord. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, il a presque le meilleur discours à tenir par rapport à son public, en fait. Qui pour moi dit tout de la sauce. Je sais pas s'il va aborder ça, mais j'ai envie de poser la question au mec, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Les massus qui vous disent ah ouais, une meuf, faut la souiller, faut la baiser, etc. Bah, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que ça te fait vraiment te sentir bien, outre le fait de te sentir viril? Mais est-ce que c'est le plus épanouissant pour toi? Est-ce que vraiment tu consens Est-ce que les à ça? hétérosexuels vont bien? C'est cette question-là que tu poses, Bah toi? ouais, c'est ça. C'est que bon, t'as le truc de évidemment, faut faire attention à sa partenaire et tout, Bah, mais t'as aussi le truc de genre, les mecs aussi, ils ont pas que une sexualité dominante, violente, etc. Et en fait, parfois même, les mecs vont s'auto-matrixer à essayer d'être dominants et vont se rendre encore plus malheureux du fait que bah, ça leur apporte pas forcément de plaisir, mais du coup, ils vont compenser avec le fait et de ça, bon, c'est j'ai ton pas de avis plaisir, mais je vais me glorifier toxique d'être. des hétéros qui t'ont fait croire que c'était des tops alors que c'en était pas. Bah, désolé, Ça, c'est mais ton expérience personnelle qui parle parce que je pense que ce que tu dis, c'est tu dois jouer entre le truc personnel que oui, les mecs sont pas forcément heureux de ça et je pense de la tricks de penser que tenir une femme et la garder Hmm. pour toi, c'est un peu, tu vois, la garder sous contrôle, quoi. Ouais, c'est ça. Non, en fait, Et c'est que, que tu. ce loot légendaire qu'est la femme fidèle, faut un peu créer les conditions qu'elle le reste, quoi. Bah, Et c'est c'est que. un savant mélange entre virilité, tu vois, mec assez bien et contrôle, quoi, tu vois. Bah, en fait, moi, ma take, c'est que le contrat social masculiniste, c'est de remplacer le plaisir par le contrôle. Et en fait, de recoder dans ta tête le fait d'être un Mm. vrai homme avec le fait de se sentir bien. Et comme ça, t'as même plus à te poser la question de est-ce que ça te fait du bien la façon dont tu baises. Parce que du coup, le contrôle devient associé pour toi à une bonne baise. Ouais, ouais. Mais c'est ce que dit Jean Sobre. Pourrais pas faire mieux Déjà, être assigné top ou bottom quand t'es hétéro, tu peux même pas choisir. Bah oui, c'est terrible. cette vidéo. Oui, oui, non, et moi je suis Oui. d'accord avec Non, mais toi. c'est Hein. pour ça que moi, je dis pas en mode ah, il aurait Je dû suis pas en train de dire. dire ça différemment. J'utilise ça comme prétexte pour faire pour faire de la vulga sur d'autres trucs. Mais je suis d'accord Cool qu'en aussi. vrai, genre. Ouais, mais ça dit quelque chose du niveau de matrixage de nos ados, Ah, quoi. mais bien sûr, bien Genre sûr. du truc de faut leur expliquer que dominer les meufs, pas les respecter, penser que c'est toutes des putes, être obsédé par le body count, c'est pas comme ça qu'on relationne avec des gens de manière équilibrée. Ah ouais. C'est chaud. Genre moi je me rappelle que par exemple, le body count n'était pas un concept, hein. Oui, bah ouais. Genre tu pouvais avoir le truc de la meuf qui a un peu trop baisé ou qui est un peu trop libre sexuellement, etc. Mais il y avait pas une angoisse du body count, quoi. Ouais, de fou, de fou. Après, peut-être que je suis fou, hein, mais j'ai Bah, l'impression que là, après, est-ce que c'était après, pas t'as plutôt tout le une temps envie angoisse de de dire la la virginité? nouvelle, t'as tout le temps envie de dire que c'est des débiles et qu'ils sont matrixés. Mais là, j'ai l'impression que c'est vrai un peu. Mais est-ce que c'était pas une angoisse de la virginité plutôt que le body count? Parce que moi, je me rappelle, quand j'étais au collège, les meufs étaient angoissées de
Du poulet perdre leur vierge? virginité, tu sais, tu avais vraiment un truc là comme en mode faut Mmh. que ce soit le bon, gna 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 et moi j'ai ramé Oui, je vois ce que tu veux dire. à leur expliquer que non, c'est pas un truc que tu perds, alors l'hymen en fait c'est ça et cetera. Moi je faisais déjà je fais non mais je faisais déjà de la prévention sexuelle. Mais tu avais quand même Encore un heureux. truc où même si on parlait pas de façon aussi ouverte de body count et qu'il y avait pas ce terme-là, tu avais quand même le truc de la salope qui baisse trop quoi et de la fétichisation de la virginité chez les meufs en mode si tu la perds, c'est pour le bon et tu as intérêt à rester avec, sinon tu l'auras perdu pour rien, tu auras perdu une valeur. Enfin, en vrai, non, il y a toujours eu ce truc-là. Après, je pense simplement les réseaux sociaux ont plus visibilisé Oui, ce c'est genre juste de que ça crée discussion. des nouveaux mots sur des angoisses qui existaient déjà, je pense, tu as raison. Ouais. J'avais envie de me sentir spécial, Non, non. Mais c'est en pour fait. ça, moi, Non, souvent, tu les m'as parents qui convaincu. disent «Ah, à mon époque, il y avait pas ça», moi, je les crois pas. C'est d'autres Oui, mots, souvent que c'est c'était juste peut-être que une moins grande c'était brutalité. oui, 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 oui. Non, tu m'as convaincu. C'est pas chacun dans son coin. C'est pas le premier il a fini, il a gagné. Non, vous êtes une équipe, une team, et vous devez faire de la magie ensemble. Même, faites un débrief après l'acte s'il faut. Bah oui, genre demander au mec, «Est-ce que tu baises avec ou est-ce que tu te branles à l'intérieur d'elle?» Oh putain, mais tu vas les choquer. Faut les Non, choquer. mais bah, c'est désolé, mais Moi, je suis pas contre ta proposition, hein. Dans un rapport intime, un non, c'est un non. C'est pas un peut-être. C'est pas un si je force un peu, peut-être que ça va passer. Non, c'est pas un je vais attendre qu'elle s'endorme pour en profiter. Ou elle est bourrée, c'est le moment. Non, vous êtes parfois, souvent, plus fort qu'elle physiquement. Alors respectez leur nom. Imaginez le cas inverse. Vous êtes au lit avec une fille de 2 mètres, 150 kg. Et elle veut vous forcer à faire des trucs et vous avez pas envie. Vous serez les premiers contents si elle respecte votre nom. Dans sa tête, son public, il a un public de go muscu bah oui, matrixé par et la en puissance fait, il physique. essaye de créer de l'empathie Ouais. parce que après non, mais je comprends ce qu'il a, mais tu Bah, sais, en fait, ouais. il a une surconscience que si il met pas les hommes dans comment dire? Tu vois? Bah, s'il Ils ont retourne besoin de pas se l'angoisse du projeter, viol sur quoi. les mecs, ils Oui, vont pas voilà, comprendre. exactement, c'est ça, exactement, exactement. C'est fou en vrai de Oui, vrai. la En vrai de purification du vrai, consentement. c'est Après, vraiment bah, oui, mais en même il temps, y a des gens, c'est parce qu'en fait, le problème, c'est qu'après, ils vont se dire enfin, s'ils sont matrixés masculins, ils vont se dire, en mode, «Ouais, mais de toute façon, c'est moi qui suis le plus puissant, du coup, voilà» et en fait, tu dis: «Non, mais tu es le plus puissant, mais du coup, noblesse oblige», tu sais? Genre, c'est vraiment en mode, ça te donne une responsabilité. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, quelque part, genre. Du coup, ça va pas te déconstruire la puissance physique, gna 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 et cetera. Le fait que même un mec ultra musclé et cetera peut se faire violer aussi, genre, bah, oui, c'est ça, mais en bon. fait, ça Non, ça mais après occulte la dimension oui, psychologique, mais en c'est même temps, un mec qui est matrixé par, la forme physique et par la puissance, la psychologie, ça va le passer là, hein. et puis, il parle à des gosses, ados, jeunes adultes, Oui. matrixés par la virilité, le fait de devoir, gagner de l'argent, Mmh. tenir sa femme, la garder à la maison, Ouais. l'empêcher moi, j'ai des TikTok de couples normies où il y a des débats de Ah ouais. si la meuf peut partir en vacances avec des copines et si elle part en vacances Ah oui. avec des Ce copines, qu'elle alors dit, ce oui. qu'elle pense en vrai, ce qu'elle dit en vrai. Ah ouais et de si elle part en vacances, faut que ça soit un endroit où il est sûr qu'elle a pas accès à des trucs genre boîte de nuit, donc peut-être que dans la Mmh. campagne avec des amis qu'il connaît déjà, mais s'il peut pas être sûr genre le niveau de Oui. maladie quoi. Genre Genre en mode, c'est c'est le truc de ce qu'elle dit: non. Chérie, je vais prendre un verre avec des copines». Ce qu'il entend: «Chérie, je vais te tromper parce que tu es vraiment une merde et que, tu bandes pas assez dur». Genre c'est vraiment littéralement, tu as des TikTok Oui, comme oui. ça et tu es en mode: «Mais est-ce que Et les toutes leurs angoisses hétérosexuels vont bien?» masculines, en vrai, ils sont pas bien. En vrai, ils sont Bah oui, hein. vraiment malheureux prom dog, hein. Bah de fou, hein. Moi, c'est pour ça que je déteste pas les hétéros. J'ai de l'empathie pour eux. Non mais c'est vrai! C'est vrai! La phrase de fou. Non mais si, bah en vrai, ils Ah! souffrent quoi. Ah! C'est pour ça que je déteste pas les hétéros. Non mais attends et je voulais aussi dire un truc, c'est pour ça que, je sais plus comment il s'appelait là, l'acteur de Brooklyn Nine-Nine. Terry Crews. Quand Terry Crews, il avait témoigné du viol qu'il avait subi, ça avait été Oui, assez important n'empêche en termes de témoignage, parce que ça a montré que un mec turbo musclé, turbo viril et cetera, bah, pouvait aussi, se faire violer quoi et genre en vrai après il son s'était son fait foutre de lui aussi, hein, mais oui. ah mais les gens mais bien sûr, parce qu'en fait ça a montré que la virilité ça tient pas qu'à tes muscles, ça tient aussi, à la perception de, est-ce que tu es une victime? Et en fait que aussi le fait de montrer ça, ça a fait que les gens ils se sont foutus de sa gueule. Mais en vrai, ça restait je pense un témoignage assez important pour passer de cette vision-là de, le viol, la violence sexuelle, c'est une question de puissance physique à bah non en fait il y a aussi une composante psychologique hyper forte et c'est pas parce que, tu es dominant physiquement que
tu te feras jamais violer, en fait. Et ouais, quoi. Moi, j'ai des tendances fusionnelles depuis ado. Je sais que c'est problématique, c'est dur de sortir ça. Ah, en mode dépendance affective, du coup, tu jamais dire que t'es Attends, amoureux parce que mais t'as peur que ça se retourne contre toi, c'est ça? donc t'es pas si dépendant affectif alors si tu dis même pas que t'es amoureux, Mais après, si tu en as non? turbo souffert, ça peut se transformer en un rapport à la Un fuite rejet permanent. total du bail. Ouais. En fait, le problème de ça, c'est que ça peut être ultra toxique, mais être fou amoureux de quelqu'un, c'est un peu être dépendant affectif. Du coup, Bah, c'est complicado, hein. oui, Genre, non, ça, je mais suis tu vois, t'as un d'accord. Oui, rapport, oui. tu vois, genre, Mais là où ça devient problématique, c'est quand, bah, non, en fait, non, parce que quand t'es amoureux, c'est ça aussi, en vrai. de quoi? Genre, j'allais dire, c'est quand, tu te mets à avoir des pensées catastrophisantes, tu vois? Genre en mode: «Si jamais il me quitte, je vais mourir». Tu sais, genre, tu es en mode, «Je vais être tout seul et puis je vais pleurer et je vais mourir tout seul Attends, et mais oui, je ne alors retrouverai plus jamais l'amour» et cetera et cetera. Mais en vrai, quand tu es après, ça amoureux s'appelle un chagrin d'amour oui, oui. aussi. Après, d'y penser toute la putain de journée, ça, c'est de la ça, Non, c'est du plutôt d'y penser dès qu'il y a la moindre je pense que c'est quand tu te mets à spiraler dès qu'il y a la moindre difficulté. Genre ouais, ouais, ouais. dès qu'il y a un petit froid, dès qu'il y a un désaccord sur un truc, futile et cetera et que là tu te mets à spiraler dans ta tête en mode: «Merde, merde, 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 je vais mourir, je vais finir tout seul» et cetera, tu vois? Je pense que c'est là que ça devient problématique, de pas pouvoir gérer les difficultés du quotidien. Parce que oui, moi quand je me mets à imaginer, un jour, que Raz me quitte, ouais, je suis en PLS, hein. Mais par contre, oui, quand il y a des petites tensions entre nous et cetera, oui, je ne vais pas me dire: «Ah là, c'est fini entre nous, ça y est, il va me quitter». Non, tu vois? Genre, je pense que c'est la Oui, différence entre voilà, ça, c'est tu vois? ça, tu vois? Pour moi, oui, voilà, tu vois? Il y a quand même, c'est quand même une différence de c'est normal d'être attaché, quoi. Ouais, problématique, c'est quand tu te mets à vouloir contrôler l'autre ou alors te contrôler toi-même. Ou alors que tu te mets à t'écraser pour justement éviter à tout prix l'angoisse que tu t'es créée toi-même. Je pense qu'il y a les 2 versants de la même pièce, tu vois? Mais après, je pense que c'est dur à apprendre de doser entre le fait d'être amoureux et attaché à quelqu'un et le fait, d'être dans de la dépendance affective. Enfin, quelle est la bonne dose de dépendance affective, quoi, acceptable? Bah C'est hyper dur à évaluer, quoi, je en pense vrai de vrai. comme pour tout, c'est que le signal, c'est quand tu te rends compte que ça te fait avoir des comportements autodestructeurs, ou des trucs comme ça, hein. Généralement, c'est là où tu te rends compte que bah, après, est-ce que c'est pas trop non, c'est jamais trop tard, mais généralement, tu te rends compte précisément à cause de la crise. Il y a plus de consentement d'une part ou d'une autre. Ouais, mais par exemple, si tu es dans une situation où tu es tellement en dépendance affective que tu te mets à éteindre ton rapport au consentement pour tout accepter de la personne, pour surtout jamais que la personne te quitte, tu vois? Genre, comment est-ce que tu t'en rends compte? Parce que du coup, c'est toi-même qui te rematrixes ton cerveau pour, ça, quoi. Oui, Ouais, c'est c'est vrai. compliqué. Bah, je pense que c'est pour ça que le problème, il se situe aussi en amont, tu vois? C'est que beaucoup de ces rapports-là à la dépendance se situe aussi dans le rapport qu'on entretient et qu'on se crée à notre propre valeur, tu vois? C'est-à-dire que, par exemple, j'allais avancer une take, peut-être un peu nucléaire, mais je pense qu'on pourrait même presque dire, pour certains mecs ultra contrôlants, que c'est leur angoisse de l'abandon qui s'exprime, mais que aussi l'angoisse de l'abandon chez les mecs, peut être créée par le fait que, comme leur virilité est liée au fait d'avoir une femme à leur côté et d'être définis par, le fait d'être en couple et donc d'être, valorisés par leur couple parce qu'ils ont une femme super, de machin truc et cetera. Bah, du coup, en fait, comme ils auront construit un rapport à leur amour-propre qui est lié intimement à ça, bah, du coup, dès que, bah, du coup, ils vont se mettre à vouloir garder leur couple, y compris, par la violence, y compris par le contrôle, y compris et cetera et cetera et cetera, tu vois? Donc je pense que tu as même un truc Ouais. c'est pour ça que je dis que c'est en amont, tu vois? C'est que c'est vraiment le truc c'est en amont de comment tu construis ton amour-propre et comment aussi les injonctions patriarcales et les réalités, en fait, patriarcales quotidiennes, détruisent aussi ta possibilité d'avoir un amour-propre qui soit hors de ton rapport aux femmes et ton rapport à la domination ou à la possession, on va dire, des femmes, quoi. Un homme, c'est quelqu'un qui doit se fixer des objectifs Et et voilà. tout donner pour les atteindre. Mais c'est bien qu'il cherche à se dépasser. Au lieu de passer son temps à scroller sur TikTok, à regarder du porno et à bouffer du sucre. Un homme, c'est quelqu'un qui a de l'ambition. Donc c'est exactement ce que je disais sur la vision mythopoétique de la masculinité. C'est le vrai homme se rapproche le plus du guerrier vertueux, quoi. Il a des objectifs, il s'y tient, un homme ça s'empêche à la Camus et cetera. Tu vois? Genre c'est vraiment cette vision-là. Alors que Ouais. moi, pour moi, être un homme, c'est quoi? C'est juste une statistique, hein. Un homme, c'est quelqu'un qui ose pleurer. Sinon, vous allez faire comme moi le jour de mon mariage et pleurer 30 ans de larmes en un week-end. Parce qu'en fait, forcément, c'est que quand tu Comme poses moi, bon, bah, attends, il vient de dire attends, Cassandre, tu pas relevé ce qu'il vient de dire? oui, si, si, ça vient de Il a monter au attendu cerveau. son mariage pour oser pleurer. Non, Je il s'interdisait de pleurer et du coup, c'est le jour de son mariage qu'il s'est rendu qu'il a pleuré toutes les larmes de son corps. je jure que ça me fucking terrifie, Oui, c'est un peu effrayant. vraiment. Mais il y avait un docu comme ça qui s'appelait, je crois, Les hommes se cachent pour pleurer, un truc comme ça.
C'était vachement Ah intéressant. bah ça, c'est sûr, hein. Bah, non, mais et surtout que, genre, quand il dit un homme, c'est si, ça se met des objectifs, ça fait du sport. T'es en mode, mais du coup, une femme, c'est quoi? Parce qu'en fait, forcément, à partir du moment où le genre est une Femme, c'est construction caca. Non, réciproque, pardon, c'est pas ça que bah, tu du dire. coup, une femme, c'est quoi? Elle peut pas se mettre des objectifs, elle peut pas faire du sport pour. Tu sais, genre, la Non, définition devient mais très vite un peu presque insultante une pour les femme, femmes, quoi. c'est Sagittal. une mère et du travail Il y a du travail affectif, ouais. et domestique, quoi. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a un cope de dire que comme le rôle de la femme est déjà bien défini entre guillemets, C'est ça. ça la Parce que, libère de ces in angoisses-là. Tu vois ce que fine, je veux dire? C'est qu'en oui, fait, le privilège de parce que- la domination patriarcale, c'est de savoir à quoi t'attendre. exactement. Alors qu'un homme a des angoisses, alors que la femme sait qu'elle n'a qu'à être une femme, quoi. Oui. En définitive et en dernière analyse, une femme, elle peut avoir des gosses, et ça, les mecs, ils pourront jamais. Donc, in fine, même, elle garde une place et un rôle. Alors, mais tiens, c'est ce que je redis, c'est ce que je disais sur l'angoisse des hommes de ne servir à rien. L'angoisse de l'inutilité. Un homme, c'est quelqu'un qui s'assume, qu'importe son style. Oui, même en jupe. Regardez les Écossais, faut avoir de sacrées baloches. Un homme, c'est quelqu'un Mais non, pas tant que ça. C'est Bah non, vu que c'est toutes les jeunes- de tout- culturellement normal. Non, mais ce que j'adore, c'est que je vois ce qu'il a essayé de faire. Oui. Mais de toutes les robes sur hommes, c'est la seule qui est acceptable. Oui. Ça veut dire que si un homme, même à Paris, sort avec un kilt, les gens vont le regarder en mode tiens, il a un kilt, mais il ne va pas rentrer dans la féminité. Oui. Tout le monde va se dire ah, c'est bizarre, il a mis un kilt, est-ce qu'il est écossais? Oui. Tu vois, ça va être. Mais après, les gens, vous dites il est gogol, mais comprenez ce qu'il a essayé de faire. Moi, je comprends ce qu'il a essayé de dire. Bah, De il a dire- dit un de- petit peu moi, ce que j'ai dit tout à son l'heure, hein. Son avis de dire oser, il a voulu dire oser être gay, c'est avoir Oui. des couilles. Oui, Et comme il peut suis pas le d'accord. dire, il a dit porter un kilt. Oui. Mais alors qu'il avait envie de dire, mais ça, je pense que c'est son frère son frère bisexuel avec du vernis là, qui lui fait dire des trucs comme oui, ça. oui, oui. Ça le rend un peu woke. Ça et Oui. ça go. Ah, le nombre de mecs woke parce qu'ils ont une meuf, c'est fascinant quand même, hein. qui sait assumer sa sexualité, quelle qu'elle soit. Attention, c'est loin d'être facile. Vous n'imaginez pas les couilles qu'il faut pour les couples homosexuels de se tenir main dans la rue. Surtout quand on voit le voilà, oui, voilà, donc c'est bien ce voilà, Bah, merci Au Thibaut. je final, l'aime il a même toujours. take que moi, quoi. Bon, c'est le gay summer. Oui, c'est C'est le le gay gay summer, summer. voilà. Voilà. C'est le gay remplacement de l'été. Quand vous êtes en couple, il y a ce qu'on appelle un contrat implicite qui se met en place. Rien n'est écrit sur ce que chacun doit faire, mais il faut faire des choses. Et entre nous, si les divorces ont explosé ces dernières années, je pense aussi que c'est parce que les couples oublient la notion d'équipe. Parce que oui, quand vous laissez votre partenaire tout gérer, c'est normal qu'au bout d'un moment, elle en ait marre et elle décide de se barrer. J'aime bien la take, l'augmentation des divorces, c'est parce que les mecs ils prennent pas leurs responsabilités et ils croient encore qu'ils peuvent traiter leur femme comme quand elles pouvaient pas divorcer. Après, c'est c'est vraiment. Bah en fait, finalement, c'est du féminisme libéral intégré, quoi. Mais why not? C'est un peu du Ben Nevers, quoi. Ben Nevers avec une rhétorique d'injonction à la virilité, ce que je ne ferai jamais Ben Nevers. Oui. Parce qu'il comprend rien au féminisme, mais il sait qu'il faut pas dire virilité, quoi. Oui. Et qu'il faut pas faire d'injonction à la virilité, c'est la seule chose qu'il comprend, je crois. Oui, de fou. Et finalement aussi, c'est bien le truc de être un homme, c'est avoir sa propre définition de la masculinité. C'est un peu genre, ça réindividualise le truc, mais c'est de dire, il n'y a pas une seule façon d'être un homme après avoir donné plein de critères. En fait, il donne plein de critères et après il dit, mais il n'y a pas une seule vraie façon d'être un homme, chacun trace sa voie. En mode, du coup, les mecs qui veulent tracer leur voie en étant. Oui. Mais bon. Mais à vous de construire et de développer votre propre vision. Le plus important, c'est qu'elle ne soit jamais contre les femmes ou dans un délire de domination. Chacun doit pouvoir se construire dans le respect de l'autre. Franchement, c'est bien, hein. Bah ouais. Hein. En fait, nous, on est dans le des pur jeunes. délire woke, on Oui, est oui. insupportable. Mais franchement, pour une vidéo d'un des plus gros youtubeurs qui, il y a 10 ans, écrivait des immenses dingueries pro-RN sur JVC, Ouais, c'est une très bonne évolution, hein. C'est Bah un oui, vrai de glow-up fou. en vrai de vrai. grave, grave. Franchement, la vidéo est globalement très positive, quoi. Ouais, Il a grave. glissé un Otolmen. Ah bah, voilà, oui, bah les gens en même temps, Otolmen en vrai de vrai. Bah Allez hop, oui, en vrai. Allmen, mais Otolmen, quoi. Bah, surtout qu'à Tu vois. partir du moment où tu commences à voir le genre dans les deux dimensions et dans sa dimension réciproque, bah ouais, Allman, mais pourquoi du coup? Et comment on empêche ça? Genre, c'est t'arrives un petit peu à plus loin que juste Allman, quoi. Soyez plus gentil, instruit, allez à des soirées, dîner, faites du sport, des rencontres, sortez de chez vous et ne perdez pas espoir. Pour rencontrer, il faut oser sortir. Le risque, c'est que ce genre de conseil, les mecs l'appliquent de façon instrumentale pour avoir une meuf et du coup se mettent à encore plus en vouloir aux meufs, de pas vouloir d'eux parce qu'en fait tout ce qu'ils seront capables de faire c'est parler d'à quel point ils font du sport et qu'ils valent mieux que les autres gars et qu'en fait ils sont voilà, de toute façon je suis sûr que bref voilà moi j'ai de l'ambition rien et tout ça et donc ils font fuir les meufs autour d'eux et du coup ils vont du coup se radicaliser contre les meufs parce que eux ils ont tout fait bien. Tout mettre sous l'angle de soyez des meilleurs mecs et comme ça vous allez pécho, bah ça fait que ça va pas les enlever de l'idée que Ça, le but c'est in fine c'est de carré, pécho, je tu suis vois, d'accord. donc ça reste Ah, une le vision reste, c'était
salle des meilleur femmes. en mode soyez des adultes. C'est pas être Ouais. une victime que de participer à la vie commune. Mm. Grandissez un peu. Ça, tu vois, à la limite, Ouais. c'est moins dans le référentiel soit de la virilité, soit de l'utilité pour pouvoir ken. Et mademoiselle, tu veux voir un truc long? Et je te parle pas de me facturer EDF, hein. Non, 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 surtout pas. Essayez d'échanger avec la personne, de créer un lien. Mais surtout, genre, soyez curieux, quoi. Genre, intéressez-vous vraiment à la meuf en face de vous, quoi. Genre, On va draguer des meufs. rendez-vous compte que les meufs Vraiment. sont des vraies personnes. Genre, et qu'elles peuvent être intéressantes. Votre femme, copine, ne vous appartient pas. Ça paraît évident dit comme ça, mais je vous assure que tous les hommes ne pensent pas comme ça. Confiance en son J'ai perdu les clés de ma meuf. partenaire, mais surtout confiance envers soi-même. Si à chaque fois que votre copine sort et que vous faites la victime à lui envoyer 36 000 messages, tu fais quoi? T'es avec qui? Elle aura pas l'impression de sortir avec un homme. Ah non, mais, Oui, bah, non, mais voilà, oui, la oui, fin oui. de la phrase est désastreuse. Oui, oui. Après, elle aura pas l'impression de Mais sortir après, c'est avec un réel. homme. C'est qu'en fait, tu vas Après, la le fait dégoûter. de pas faire ça, là, par contre, le fait de dire, mais si vous me faites ça, moi aussi, j'ai envie de vous tromper, Bah en oui. fait. En fait, Vous c'est êtes que trop chiant. si tu fais Quitte ça, à t'es se chiant, faire tu vas la dégoûter insulter toi. Et tous du les coup, elle va jours. faire qu'un mec qui la traite correctement, elle va se dire, ah, peut-être qu'il est mieux, quoi. Ah, mais surtout, si tous les jours, on te casse les couilles en mode tu vas me tromper, tu vas me tromper, tu vas me tromper, tu vas me tromper, au moment, t'es en mode, bon, bah, vas-y, j'y vais. Bah oui. Quitte à ce qu'on me casse les couilles, autant tromper, vraiment, parce que là, Bah, et puis surtout, genre, c'est jamais, juste qu'en jamais fait, tu me laisseras tranquille du pur délire woke, tout il ça. n'y a pas de pire tue l'amour que la jalousie maladive, quoi. Parce qu'en fait, Ah finalement, ouais, t'as la personne qui est jalouse en face de toi, t'es en mode, mais putain, mais pourquoi je suis avec, en fait? Genre, ça ah devient ouais, chiant, quoi. ah ouais, On va tromper, mais genre, vraiment. du pur délire woke. Après, je le conçois, être un homme n'est pas facile, car il faut allier douceur, force, vulnérabilité, sensibilité. Il faut réussir à jouer avec toutes ces facettes, tout en réussissant à se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Et c'est pas évident. L'homme doit trouver l'équilibre. Pas comme être une femme, d'ailleurs. Bienvenue dans la vie des femmes. En fait, c'est vraiment genre être un être humain. C'est comprendre que la vie, c'est compliqué et que faut la naviguer en se faisant pas de mal à soi ni aux autres. Il y a autant de masculinité qu'il y a d'hommes sur Terre. Le plus important, Ça, c'est c'est que vous bien ça. soyez bien Ça, c'est basé avec de dire ça. vous-même. Et contrairement à ce que les masculinistes basé la veulent vous vidéo. faire croire, le féminisme n'est pas né pour faire Non, chier, franchement, rabaisser Ah ouais. ou être en opposition avec les hommes. soyons Il est né. sincères, c'est quand même plutôt basé. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Je suis vraiment curieux d'avoir. Vas-y, on va voir les commentaires. Ah ouais, Alors, ouais, les ouais, ouais, commentaires. ouais, ouais. Vraiment sympa, très bon sujet, merci à toi. La virilité, souvent ceux qui en parlent le plus qui en ont le moins, excellent, tellement véridique. D'accord Oh, avec il toi, a retenu surtout sauf le body count. Le passé de ma copine ne me concerne pas, oui, mais dans la mesure où je m'impose n'avoir que des relations sérieuses, j'estime pouvoir demander la même chose de ma future copine. Mais ça, Tu vois. Ah. Chacun fait ce qu'il veut de son corps, mais je ne sortirai jamais avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes. Mais je- Ça y est, je perds tout espoir. J'avais de l'espoir et je l'ai tout perdu. J'avais de mais l'espoir et tout s'est envolé. genre ça se trouve, J'avais de l'espoir et je suis déprimé. mais genre ça se trouve ta meuf elle cherchait aussi des relations sérieuses et en fait elle est tombée que sur des mecs qui se foutaient de sa gueule et qui voulaient juste la baiser. Je Alors n'y ok, crois ça lui plus fait un du body count tout. élevé, mais c'est quoi? Elle aurait dû se Body terrer chez elle count. en t'attendant toi? T'es Mais pas le il centre du reste monde, frère. Puceau, reste seul. Oui. Laisse-nous Arrobase tranquille. Gabien. Hein. Arrobas Gabien. I'm a nice Ah. guy. Hein. C'est vraiment le nice guy. I'm a nice guy. Arrobas Gacool. Ah ouais. Arrobas Gastylé. L'importance du body count. Thibaut, je t'apprécie, mais là c'est vraiment hypocrite de ta part. Jamais et au grand jamais tu n'aurais accepté que Justine se fasse soulever par 5 bandits à 3h du matin au 8e étage en HLM avant de passer le concours Miss In Shape pour être avec toi. Je suis ni masculiniste ni protate, mais le passé de la partenaire compte énormément car ça joue sur la fidélité. Je souffre. C'est vraiment... En fait, les Par gens dans les 5 commentaires... bandits à 3h du matin au 8e étage d'un HLM. Alors déjà, tu décris probablement un viol en réunion. Donc là, en l'occurrence, tu parles d'une victime. Ah oui, en plus, oui. du Genre, coup, si en tu veux parler plus, des tournantes, oui, là, tu c'est parles pas de elle. trucs que la meuf, elle a apprécié, en fait. Déjà, tu... C'est vrai. La vérité, c'est qu'ils bandent là-dessus, et du coup, enfin bref, c'est... Bref. Ça, c'est Ouais. turbo réel. Non, mais- ah, Ça, mais- c'est comme. Mais on en revient à ce truc de la mariée et la putain, quoi. Ouais, ouais. Non, C'est la qu'il Madone, y a ouais, des ouais. femmes sur lesquelles ils acceptent. Oui, la Madone et la putain, oui. Il y a des trucs sur lesquels ils acceptent de fantasmer, mais qui peuvent pas être leur femme. Et il y a leurs femmes sur lesquelles ils fantasmeront pas, mais qui respecteront, quoi. Pour le body count est un critère comme un autre, homme comme femme. Si un homme se préserve, mais tu ne te préserves pas, tu es moche. Il est Tu vois, normal ils sont qu'il veuille une femme qui se colères sur ça, préserve hein. et inversement. Après, moi, ok, les gens qui sont dans le digne, qui sont en mode ah, machin truc, religieux, etc., je capte, mais bon, la vérité, parfois, c'est un peu une excuse. On va pas se mentir. Oui, oui. Parfois, tu te dis, tu te préserves, mais alors, il y en a qui le font vraiment en mode, voilà, pieux, etc. C'est leur rapport au corps, très bien. Hein. Chacun aussi le rapport à la puissance. Si tout le monde veut pas forcément, tu vois, la hookup culture, c'est pas forcément, voilà. Tout le monde ne correspond pas forcément à ça.
homme comme femme. Mais désolé, parfois c'est un peu un bon prétexte pour faire passer votre insalité pour de la piété. J'espère que tu fasses cette vidéo, la majorité de ton public en a besoin. Tous les hommes qui souffrent dans la relation, courage à vous, mais relevez-vous, c'est important. Faut faire la différence entre l'égalité et la parité, homme-femme. 3 petits points. Et ça veut dire quoi? T'en fous, arrêtez de jouer sur les mots, blablabla. Il précise sa pensée? Ah non, il précise pas sa pensée. Car les femmes ne peuvent pas porter quelque chose de lourd. La parité, c'est que je vais porter les choses lourdes et elle fera tout le reste. Quand bien même je me fais tout livrer et que je n'ai jamais rien apporté dans ma vie. Au final, c'est moi qui ai la force physique dont je n'use pas, car je vis dans une société capitaliste où je suis assisté pour tout. Mais je considère que c'est quand même moi l'homme, même si je reste mon cul à ne rien faire tout le temps. En soi, j'ai un problème C'est la avec le mot. parité. Pourquoi le féminisme est positif et le masculinisme serait négatif? À méditer. À méditer. À méditer. À méditer. Je les déteste. Ah. Je les hais, mais je les hais à un point. Crème ou utile, là, oui, ok, tu peux changer les choses. J'ai 67 ans, nous avons vécu, ma femme et moi, 20 ans à Pibrac. On en reparle quand faut sucer quelque chose. C'est pas ça. Quand j'étais jeune, il n'y avait pas cette agressivité entre filles et garçons. Oui, voilà, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Les parents qui sont en mode, les vieux qui sont en mode, ah là, à mon époque, il n'y avait pas ça. Si, sauf qu'il y avait moins besoin de le dire, parce qu'il y avait plus de structure pour le garantir. Je suis sidéré que jeunes hommes, pour beaucoup, soient devenus agressifs, manquent de confiance en eux. Vous êtes une exception utile pour votre succès, vous devez en aider beaucoup. Encore une fois, hein, désolé, mais ça a toujours existé, juste... Mais à l'époque, il y avait des discours aussi violents, voire même plus, désolé, mais enfin, les discours masculins... C'est le truc quand on avait regardé l'interview de Annie Lebrun sur Apostrophe et qu'il y avait un mec en plateau qui avait écrit un bouquin masculin et que j'étais allé voir son bouquin masculin sur Gallica où c'était vraiment en mode oui, la société qui est dévirilisée à cause et ça donne des homosexuels, etc. Genre désolé, les discours atroces, ils étaient déjà là en fait. Thibaut qui fait 40 ans de boulot de l'éducation nationale raté, de nombreux parents responsables en 15 minutes de vidéo. Alors, oui. On rappelle que les séances d'éducation à la sexualité et à la vie affective, elles sont pas... Enfin, comment dire, l'obligation légale des 15 séances, je sais pas quoi, bah, elle n'est pas du tout respectée pour... dans des 3 séances par an ou des trucs comme ça. C'est respecté quasiment nulle part. Hein, donc, bon. La partie sur le body count, pas d'accord. On peut avoir des exigences sur le passé de sa femme. Je ne suis pas d'accord. Mais tu peux pas avoir des exigences sur le passé de quelqu'un que tu ne connais. Non, enfin non. Non. Je ne suis pas d'accord sur la partie sur le body count. Je veux avoir une meuf vierge. C'est mon plus grand fantasme. En plus, je trouve ça sale. Ah, ouais. Des zizi d'autres garçons sont rentrés dans son vagin, dans son vavin. Son vavin n'est pas propre. Son vavin a été utilisé. Son vavin. Hein. Le masculinisme me fait penser à Julie. Elle a une énergie masculine surtout. Quand tu fais des vidéos avec ta femme et que c'est elle qui te domine et te forme, même si ce n'est qu'une vidéo, un vrai garçon ne se laisserait jamais faire une vidéo de ce genre. Waouh. Oh là là, Wow. oh là là. Julie, c'est Thibaut Juju. avec son c'est public Juju. dégénéré. Hein. Wow. Du coup, ils sont vraiment en mode t'as une meuf qui fait du sport et qui est musclée, elle est un peu trop virile, elle te domine. Elle t'a fait perdre tes couilles. On a bien fait de la Ouais, mater. de fou, je suis ultra content. Ça fait une bonne. Et YouTube, mettez pas des commentaires aussi incels, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.